En 2017, on revisite Ridley Scott. Il y a Alien Covenant qui sort en salle aujourd'hui. Il y a la bande-annonce de Blade Runner qui nous a tous estomaqués il y a quelques jours. Il y a la pub Kezak qui va revenir très bientôt sur les écrans. Et oui, la pub Kezak était réalisée par Ridley Scott. Donc 2017, c'est un petit peu l'année Ridley Scott. Et on en parle aujourd'hui dans Fanzone Live avec Maximilien, avec Corentin, avec Gauthier. Alors Salut. On va débriefer la bande-annonce de Blade Runner 2049, on va répondre à vos questions bien sûr, on va jouer ensemble, on va parler du 5e élément qui fête ses 20 ans, mais surtout avant toute chose on va parler de Alien Covenant, donc qui sort aujourd'hui, en se posant la question, fallait-il tout expliquer, puisque mine de rien c'est un film qui répond à beaucoup de questions. Alors on va essayer de pas spoiler. Voilà, il y a eu beaucoup d'avant-premières du film. Pas mal de fans l'ont déjà vu, ou en tout cas l'ont vu ce matin aux premières séances. En revanche, voilà, on va essayer de s'arrêter à la frontière du spoil pour ne pas gâcher le film à celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Alors voilà, la première question que j'ai envie de vous poser, messieurs. Vous aviez eu le plaisir de rencontrer Ridley Scott il y a quelques jours, il y a pas très longtemps. Exactement. Et qui vous disait, voilà, quand vous lui évoquiez la question de pourquoi finalement Prometheus et pourquoi Alien Covenant, il disait, en fait, j'ai jamais trop compris Alien 2, 3 et 4 que des gens souhaitent poursuivre l'histoire, alors que finalement, il aurait surtout fallu répondre aux questions qui étaient laissées en suspens par le premier Alien, c'est-à-dire pourquoi des œufs, pourquoi ce vaisseau, pourquoi cette planète. Alors du coup, fallait-il vraiment expliquer tout ça ? Ah, oui et non, ce qui va pas faire avancer le débat, mais après je pense la raison déjà pour laquelle les gens n'ont pas expliqué, c'est que c'est pas Ridley Scott qui a réalisé les autres Aliens. Donc en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'est peut-être s'emparer un petit peu de ce qu'il avait fait et lui laisser la mythologie au cas où il voudrait y revenir un jour, ce qu'il a finalement fait. Donc après, en fait, quand on voit les réponses, je sais pas. Je suis assez partagé dessus. En fait, c'est autant quand on nous a dit il va y avoir un préquel de Alien, on va vous expliquer d'où vient la créature. Sur le papier, ouais, super sympa. Et après, quand tu vois, tu te dis ça c'est bien, ça moins, ça je sais pas. Du coup, en fait, on se dit c'était peut-être pas nécessaire. Mais au fait, moi, ce que j'aime bien, c'est l'attitude de despote de Ridley Scott envers la saga. C'est-à-dire que ce qu'il nous a dit, pour être franc, c'est que les films qui l'intéressaient, lui, dans toute cette franchise, c'était Alien, Prometheus et Alien Covenant. Les siens, quoi. Les siens. Voilà. Les siens et pas les autres. C'est-à-dire que lui, il a décidé de récupérer la main sur la franchise Alien. Et ce qu'il dit, c'est que lui, ça l'intéresse, les origines d'Alien. Donc, il va nous faire les origines d'Alien, peu importe ce qu'on en pense, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'on nous propose et c'est ça qu'il y a au menu de cette semaine. Après, c'est assez logique, c'est ça, finalement, que lui, en fait, ce qu'il veut faire avec Alien, c'est raconter une histoire, donc les origines, après comment la créature apparaît. Et les autres, s'ils veulent participer, ils font leur petit film, soit un gros film d'action comme James Cameron, soit un film de prison comme David Fincher, soit un truc de SF un petit peu bizarre comme Jean-Pierre Jeunet. Ouais, enfin, mais au moins, tu vois, il laisse la mythologie tranquille. Bien sûr, mais enfin, il a quand même tiré sur la prise du Neil Blomkamp, quoi, qui voulait faire Alien 5 et il lui a dit non, t'es gentil Coco, mais je suis prioritaire là-dessus et tout ça, quoi. Alors, Maximilien disait les réponses. Certaines convaincantes, d'autres non. Est-ce que tu as ressenti ça aussi, Corentin ? Est-ce que tu es convaincu par les réponses ? Parce que finalement, ça répond à peu près à tout, ce film, Covenant. Oui, Covenant, oui. Alors, on va pas spoiler, rassurez-vous. Dans Prometheus, bon, ça c'est pas spoil, par contre, on apprenait qu'il y avait une race, on va dire ça comme ça, qui s'appelait les ingénieurs, qui avaient créé tout un tas de petites choses, voilà. Et là, dans Covenant, on pousse encore le truc plus loin, c'est-à-dire que les ingénieurs sont rapidement mis de côté pour passer à une autre exploration de comment on en est arrivé au premier Alien. Et ouais, là, autant les ingénieurs ont fait ah bah oui, on l'avait vu dans le vaisseau du premier film, il était vissé à son tableau de commande, on voit à peu près de quoi on nous parle. Après là, je trouve que pour Covenant, ça commence à aller creuser un peu trop du côté d'un espèce de truc inventé un peu parce qu'il faut faire un film sur les origines, donc on commence à creuser un peu des trucs qui mériteraient pas forcément de l'être, pour mais moi. C'est un peu le souci, je trouve, avec les préquels, donc pas forcément que ce soit Alien, ça peut être Star Wars aussi, la prélogie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois le premier Alien, tu vois la créature, tu te demandes d'où elle peut venir, d'où peuvent venir les œufs, d'où vient le space jockey, tout c'est comme ça. En fait, tu peux imaginer ce que tu veux. Là, t'as un préquel qui arrive et qui dit, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a un côté frustrant. Parce que tout ce que t'avais imaginé, tout ce que t'avais fantasmé, c'était peut-être mieux que ce qu'on t'offre. Et on te dit, par contre, maintenant t'as plus le choix, en fait, faut que tu penses à ça. Et c'est pareil pour Dark Vador. Tu peux dire pourquoi il est à moitié robot, pourquoi il est comme ça. Et voilà, et on te dit, c'est comme ça et pas autrement. Mais après, alors, évidemment, on est peut-être un peu frustré de voir ce qui nous est offert comme réponse dans Alien Covenant et puis déjà dans Prometheus. Mais je trouve que ça fait partir sur une belle piste de réflexion. Parce qu'en gros, c'est un film sur la création, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui vous dit tout être vivant est capable de créer des choses.
et sous quel ordre moral il faudrait interdire d'un coup à une espèce de créer. Et ça, c'est quand même une belle piste de réflexion que nous offre Ridley Scott. C'est sur celle-là qu'il faut partir. Et je trouve que c'est donc le thème qui va lier toute cette nouvelle saga. Pourquoi pas? Moi, ça m'intéresse. Parce qu'au final, c'est le plus intéressant dans Prometheus et dans Alien Covenant. En fait, c'est pas tant les réponses qu'il apporte que l'univers qu'il développe. Oui, les nouvelles questions, en fait, que cette nouvelle saga... Sachant, hélas, peut-être que ça fera crisser des dents les fans, on va dire, des 4 premiers Aliens, qui étaient essentiellement le parcours d'un personnage, Ellen Ripley, et on va dire une revisite, comme on dit en cuisine, de l'histoire de La Belle et la Bête dans un contexte SF. Et là, en fait, finalement, on se rend compte que Ellen Ripley est presque un accident de parcours et que la saga Alien parle complètement d'autre chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous a perturbé? Moi, ça me déplaît dans le sens où on perd complètement l'aspect humain qu'avait Ripley, que les équipages deviennent complètement random, deviennent complètement aléatoires et l'humain passe vraiment au second plan. C'est-à-dire que dans Prometheus, on nous dit ce qui est important, c'est d'où viennent les créatures, comment elles ont été faites, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Mais du coup, on nous case à chaque fois un vaisseau avec un équipage qui est là pour se faire démonter par la créature ou par d'autres créatures. Et du coup, on se dit un peu, mais du coup, l'équipage du Prometheus, l'équipage du Covenant, il en reste à chaque fois quasi rien. Voilà, portion congrue. Et du coup, on perd ce côté-là, quoi. Alors que les premiers Aliens, c'est vraiment ça. S'il n'y a pas Ripley dans les premiers Aliens, tu t'accroches beaucoup moins parce que la nana, elle subit tellement de coups durs à chaque fois que tu te dis, laissez-la tranquille, quoi. Je sais pas, voilà, t'as de l'empathie pour elle. Alors que là, dans Prometheus, l'équipage, il passait vraiment un peu vraiment au second plan pour moi. Mais finalement, en fait, cette nouvelle saga, alors évidemment sans spoiler encore, mais ça reste à nouveau le parcours d'un personnage. On va pas expliquer pourquoi. Par contre, il y a un switch que je trouve vraiment intéressant. C'est qu'on part d'une héroïne comme Ripley pour arriver à autre chose. Ça, vous le découvrirez en salle. Ils sont forts. Jusque-là, personne ne vous spoile rien, alors que c'est pas facile. Donc je tiens déjà à vous tirer mon chapeau. Personne ne vous entend spoiler. Mais je suis exactement d'accord avec ça. C'est-à-dire que la saga Alien était tenue par Ripley, par le personnage de Ripley, qui était une héroïne cohérente, et on pouvait pas faire un Alien sans Ripley. Maintenant, elle est tenue par Ridley. C'est autre chose. Et là, cette nouvelle franchise, cette nouvelle saga, elle est tenue par quelqu'un d'autre. Et c'est cet autre personnage qu'on suit, qu'on va probablement suivre pendant les 3 ou 4 films. Et je le trouve passionnant parce que ce personnage, parce qu'on comprend par quoi il est motivé. Donc voilà, moi je trouve ça chouette. Alors Gauthier évoque les autres films, puisqu'il y a eu Prometheus, il y a eu Covenant, le tournage de la suite de Covenant va bientôt débuter. A priori, ce serait été 2018. En fait, Ridley Scott a déclaré très récemment qu'il commençait dans 14 mois. Donc si on fait le décompte, ça fait juillet, on va dire, 2018. Le film, ça s'appellerait Awakening. Et c'est très cohérent avec le film Covenant. Et il a dit, quand vous l'aviez rencontré, qu'il avait potentiellement un 4e épisode dans les tuyaux. Alors la question qui se pose, c'est après ce Covenant qui, donc je le répète, répond à beaucoup de questions, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Est-ce qu'il y a encore, selon vous, des choses à raconter? Plein. Je trouve qu'il y a plein de choses à raconter. Ouais. Vas-y. Mais c'est dur, de pas spoiler. C'est dur de pas spoiler là. Dans une autre langue, peut-être. Il faudrait que je trouve une langue en langage des signes. Non, mais je trouve qu'il y a encore quand même beaucoup de points d'interrogation. Si on reprend, je veux dire, le tout début de la saga Alien et la situation donnée dans laquelle arrive Sigourney Weaver, il y a quand même un fossé, quoi. Donc il y a encore de quoi placer 2 films, je sais pas, mais un film, c'est sûr. Et puis après, au moins, ça peut expliquer pourquoi la compagnie Wayland, qui revient dans chaque épisode, en fait, veut à tout prix attraper la créature. Et peut-être ce qui peut être bien, c'est que maintenant que Ridley Scott a répondu aux questions qu'on se posait, il peut faire un autre épisode qui est juste là pour relier les bouts avec le premier Alien, mais sans avoir de passage obligé, sans avoir à se dire faut que j'explique d'où viennent les œufs, faut que j'explique d'où vient la créature. Là, il peut faire ce qu'il veut, il s'amuse et il termine de relier les ponts. On a un commentaire qui nous demande si voir la naissance de Ripley pourrait être intéressant. Alors ça, je mens. Non, je pense que ce serait un peu... Ripley, finalement, elle tombe au hasard. C'est-à-dire que ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Donc, C'est en fait, de raconter l'origine de Ripley, on s'en fout un peu. Déjà qu'on nous a cassé un petit peu la mythologie d'où viennent les aliens et tout ça, qui aurait peut-être été mieux dans notre propre esprit, si en plus on nous casse la mythologie de comment Sigourney Weaver est tombée là-dessus en disant que c'était pas un hasard, tu vois, pour moi, c'est dur, quoi. Pour moi, ça aurait en fait le même effet que les Amazing Spider-Man, que pourtant je défends. Je suis peut-être le seul à la rédac qui est en France. Mais en fait, ils expliquaient que c'était pas un hasard si Peter Parker avait été piqué, c'était pas un hasard s'il devenait un super-héros. Et tu te dis, mais c'est complètement con, parce qu'en fait, avant, c'était juste un ado qui devenait un super-héros par hasard et qui, du coup, trouvait une raison d'être.
Là, on dit, bah non, depuis que t'es petit, t'es destiné à ça. Et en fait, si c'est pareil avec Ripley, C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu bête. Et on perdra cette empathie dont je parlais tout à l'heure avec le coup de pas de bol, quoi. Ouais. Ça lui tombe dessus sur elle et Tout à c'est fait, ça qui crée l'empathie. Si on et perd ça, qui la rend magnifique en plus parce qu'elle survit à chaque fois, tu vois. ah ouais. Alors, j'en profite pour répondre à une question de Julien qu'on salue, qui nous dit Alien se passe combien de temps après Prometheus? Alors, je suis très fort là-dessus. Ah. J'ai travaillé sur la chronologie. Alors, Prometheus 2093, Covenant 2104, Alien 1 2122, Aliens et Alien 3 2129, et ensuite on fait un saut de 200 ans avec Alien la Résurrection. Voilà, balèze, hein. Ouais, balèze. Balèze, hein. Donc tu peux retrouver tout ça dans un article qu'on a mis en ligne à midi, donc il y a 50 minutes exactement sur Allociné. Ça tombe bien, ta question tombe très bien. Pour en revenir sur le film, il y a aussi donc il y a on évoquait ce switch de héros et de point de vue. Il y a aussi un peu ce switch de genre quand même. On quitte le survival horror spatial pour venir vers un truc un peu plus philosophique. Oh, ça reste bien sale quand même. Pour vous, Parce ça que reste sale Ridley et- Scott avait promis que ce serait le film le plus violent de la saga. C'est une vraie boucherie. Bah c'est ça qu'on aime bien aussi dans ce Alien Covenant, c'est que c'est le retour du dégueu bien crados, quoi. Bah, c'est du blockbuster avec du sang et des tripes. On aime bien ça. Enfin, on aime bien ça parce qu'on en voit de moins en moins. Donc, Ouais, tout à fait. quand on a le plaisir, relatif, hein, je ne défends Nous ne pas, sommes tout pas ce des qui se passe. psychopathes. Je ne défends pas tous les actes de violence. Mais au cinéma, moi, j'ai plaisir à voir ça et du coup, ne jamais en voir, bah ouais, j'ai envie de voir ça et le retour à ça, ça me plaît vachement. Et puis c'est en ça en plus qu'il rattrape Prometheus, parce que Prometheus, je sais pas si vous vous souvenez, il avait dit non, c'est pas un préquel de Alien, il y aura un même esprit, mais c'est une quête philosophico-métaphysique, tout ce qu'on veut. À la fin, tu disais non, c'est un préquel d'Alien, Ridley, arrête de déconner. Là, au moins, il l'assume et il refait un vrai film Alien. Après, que ça plaise ou ça plaise pas selon les réponses qu'il apporte, ok. Mais au moins, c'est un vrai Alien avec ce qu'il faut de sang et de boucherie Mais- et de tripes. Je suis quand même un peu d'accord avec ça, c'est-à-dire que évidemment c'est un prequel d'Alien Prometheus, mais si tu veux, je commence à identifier comment cette nouvelle saga s'attache et se détache de l'ancienne. Comme un facehugger. Un petit peu. Moi, j'allais Un dire comme, petit peu comme j'allais dire un- comme une chanson de Christophe May, mais après, c'est. Et il y a une question que j'avais envie de vous poser aussi pour un peu tirer le fil du côté philosophique. Est-ce qu'on se dirige pas avec cette saga et peut-être un film comme Interstellar vers des films qui s'assument totalement athées? C'est-à-dire que ce sont des films qui, quand on gratte un petit peu, disent Dieu n'existe pas. Oui, parce Est-ce qu'en que- gros, est-ce que ça il y a la Wayland Company, hein, et puis c'est le seul créateur en fait qu'on voit avec les ingénieurs qu'on voit dans Prometheus. Quelque part, Wayland le dit bien d'ailleurs dans Prometheus, je crois. Voilà, il y a ce que je crée moi qui sont les androïdes, en gros, et puis il y a ce vers quoi on va, puisque lui, le mec de Wayland cherche à ne pas mourir en fait, à prolonger sa vie et à rester jeune toute sa vie. Donc il essaye aussi en faisant ça déjà, il s'inscrit dans complètement autre chose que par exemple le catholicisme qui te dit que la mort fait partie du voyage. Voilà. Donc déjà là, il est en opposition directe. Et puis même, en fait, tu te rends compte dans le film, encore une fois, on ne spoil pas, mais que finalement, les aliens sont pas nés comme ça. Ils ont pas été, c'est pas comme l'homme qui a évolué. Il y a quelque chose derrière, et c'est assez marrant parce qu'en fait, quand tu regardes Prometheus et Covenant, en fait, c'est des titres qui font référence à la religion. Et c'est étonnant en fait que finalement le film soit athée alors que La mythologie, au moins, oui. alors que voilà, il y a de la mythologie, il y a une histoire de Dieu derrière ça. Même si après voilà, la notion de Dieu est au cœur de cette nouvelle saga. Bah, c'est-à-dire que la question Et que du tu poses, cinéma de Johan, Ridley c'est un peu ambivalent parce que soit je te remets du mystique là-dedans en te disant mais qui a créé les ingénieurs, hein? Finalement, hein, peut-être que c'est Dieu, on ne sait pas. Hein. Et sinon, on fait un troisième film de la saga pour savoir qui a créé les ingénieurs. Pourquoi pas mais sinon, c'est vrai, ce que tu dis, et c'est quand même une des principales motivations du cinéma d'horreur, c'est l'idée qu'on a été abandonné par Dieu. Quoi. Les films de mort-vivant, c'est un peu ça. C'est un peu dire, il n'y a pas d'au-delà. Regardez, les mecs, après la mort, on va juste errer sur Terre comme ça. C'est très Nietzschéen. Ouais, alors que Et c'est marrant que tu parles de l'aspect horreur parce qu'on a une question, alors j'ai oublié le prénom, qui demande si finalement on frissonne dans ce Alien Covenant. Est-ce qu'il y a le côté horreur encore Oui. du truc? Non. D'accord. Alors, Tu réponds peut-être. Ce qui va me Corentin. permettre de s'opposer, enfin de parler un peu du bestiaire, parce qu'il y avait aussi une question de Mick qui nous dit le xénomorphe s'éloigne de plus en plus de sa véritable nature et de ses origines. Et sachant alors toi, tu avais été sur le tournage, Maximilien, Exactement. ce qui est quand même classe déjà. C'est en Australie. Voilà, donc en déjà, plus, déjà, oui, c'est très c'était classe. bravo. Et tu avais vu sur place le costume de Ouais, l'alien. ouais, j'ai vu un Et quand costume. on voit le film, on voit peu une personne en Ouais, costume moi et beaucoup d'images de synthèse. j'ai repéré 3 plans où potentiellement ça peut être donc c'était un danseur assez souple, hein, donc dans un costume comme dans les premiers Aliens, il y avait une tête en animatronique aussi, on nous a montré comment elle fonctionnait.
Donc voilà, après quand il se déplace à quatre pattes ou quand il saute, on sait que voilà, on voit que c'est pas lui. Il y a quelques plans où on voit pas entièrement la créature. Je pense que là, ils ont fait appel à ce danseur. J'espère parce que c'était un beau costume et une belle tête. Tu dis, faut la créer pour ne pas s'en servir, ce serait dommage. Mais voilà, effectivement, quand j'ai vu le film, je me suis dit, bah finalement, ils l'ont pas tant utilisé que ça leur danseur. Parce que le premier Alien, et je sais que tu vas être d'accord avec moi, qui avait marqué l'histoire de l'ASF et l'histoire des monstres de cinéma, c'est qu'on le voit quasiment pas, le monstre. Bah, bien sûr. Et là, comme, en fait, comme les dents de la mer, en fait. Voilà, sans spoiler, on le voit dans la bande-annonce, il y a des plans de Covenant où on le voit en entier, en plein Entièrement. jour. C'est un gros problème, ça, quand même. Ouais. Moi, mon premier problème, c'est que quand je vois un mec en costume dans un film, non seulement ça me permet d'avoir peur pour les personnages du film, mais ça me permet même d'avoir peur pour les acteurs qui sont sur le tournage. C'est-à-dire que je me dis, il y a un mec qui va les surprendre, tu vois, physiquement. Donc la peur quand je regarde Alien, elle est entière. Ouais. Quand je regarde Covenant, j'ai plus de mal parce que il y a des plans où, comme tu as dit, je sais que ce sont des acteurs qui sont en train de regarder dans le vide, de faire semblant d'avoir peur, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va leur faire bout, tu vois. Enfin, déjà, ça c'est quelque chose de très présent. Et puis il y avait aussi cette gestion, comme tu le dis très justement dans Alien, de ne montrer la créature que par petits, de manière morcelée. Quand on la voit en entière, elle me fait plus peur, moi. C'est bon, je la connais maintenant. C'est un peu le phénomène donc, Cloverfield. Cloverfield, pendant tout le film, t'as envie de voir à quoi elle ressemble, puis quand tu la vois en fait en grand, tu te dis ouais, finalement elle est moche. Mais en plus dans le premier Alien, on voit que c'est faux, mais ça marche. Mais par contre pour rebondir sur ce que tu disais, il y avait quand même encore une fois sur le tournage, Catherine Waterston, donc qui joue Daniels dans le film, qui est l'héroïne du film en fait, qui racontait quand même qui avait l'air de dire qu'ils l'ont beaucoup utilisé cet alien en vrai. Parce qu'elle racontait qu'à un moment elle était dans le vaisseau, en fait, il y a une porte qui s'est ouverte derrière elle, et elle avait complètement oublié que l'alien devait être derrière, et elle a flippé sa race, comme elle nous a dit. Et alors, il y a deux types de créatures dans ce film-là, je pense qu'on peut le dire sans spoiler. On les voyait dans les bandes annonces. Il y a le xénomorphe, donc l'alien original, et il y a aussi des néomorphes qui sont plutôt albinos, ils sont d'aliens albinos un petit peu. Qui sont très étranges, et qui eux sont tout le temps en numérique, et c'est moche. Ouais, en plus, qui sont hyper barbares. Mais par contre, côté bestiaire, on retrouve les œufs. On retrouve les facehuggers, tout le monde est là. Ouais. Mais ça rejoint presque ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire que on a, je veux dire un gros cliché là, mais on a surtout peur de ce qu'on voit pas, de ce qui est laissé à l'imagination. On en revient à ce qu'on disait au début. Et du coup, oui, effectivement, voir trop le xénomorphe qu'on a déjà vu pas mal en plus avant, le revoir là, effectivement, avec des plans où il fait jour dehors et où du coup il y a aucun moyen de le cacher. On est content de voir les beaux effets numériques qu'on est capable de faire aujourd'hui, mais en même temps, est-ce que la peur est encore là? Non, parce qu'il y a juste les bruits, il y a juste le son. Du coup, c'est le son qui prend le pas sur la créature. C'est-à-dire que c'est les gros bruits qu'il fait en tapant sur des trucs et les bruits de créature. Il tape sur des bambous, les numéros 1. Du box-office sans doute aujourd'hui. Mais voilà, tu vois. J'ai une image là d'un alien qui fait allez, Bernard Lavilliers. La saga Alien a beaucoup changé, on vous l'a dit. Ouais, dans Fanzone, ça fait plus peur du tout en fait. Alien the Musical. Mais j'ai quand même une question pour vous, toute petite question, c'est qu'on l'a vu dans la bande-annonce, on nous refait quasiment à l'identique, même découpage, la scène du facehugger. Ouais. Vous trouvez pas que c'est un peu un problème, ça? Qu'on nous refasse exactement la même scène? Non, parce que la personne à qui ça arrive, en fait, ne le savait pas. On n'a pas vu le premier Alien parce que c'est sorti beaucoup. Voilà. si on veut feinter, évidemment, non, c'est. Mais c'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais je la connais cette scène, et elle m'a fait peur quand je l'ai découverte, mais là, je la connais déjà. C'est un peu un passage obligé, en fait, si tu veux remontrer comment est né le xénomorphe. En plus, c'est ce qui est expliqué dans le film. C'est qu'il y a une dernière étape, et la dernière étape, c'est le facehugger. Et il y a une volonté affichée de Ridley Scott qui a dit ça en interview, que le Alien Covenant soit aussi une passerelle d'un nouveau public vers la mythologie alien sans être forcément passé par les 4 films d'avant. Ce qui fait que du coup, le facehugger est obligé d'être montré dans ce contexte-là. Ce qui répond à une question de Baptiste qu'on salue. Est-ce qu'il faut avoir vu les 4 aliens pour voir Covenant? Eh bien non, justement, non. Vaut mieux avoir vu Prometheus parce que sinon tu serais un tout petit peu perdu. On vous recommande aussi de voir une sorte de prologue interlude qui fait le lien entre Prometheus et Covenant, et en fait qui est disponible sur Allociné. Voilà, ça dure à peu près 2 minutes et ça explique ce qui s'est passé entre les deux films et vous verrez nos mirapaces, notamment. Voilà. Il y a une question ça peut quand même bien, je trouve, de voir Alien et Aliens, donc Alien 2, parce que il y a quand même des échos entre Alien Covenant et ces deux films-là. Mais c'est pas nécessaire parce qu'en fait, on n'apprend pas beaucoup de choses de ce qui se passait dans Aliens. Mais c'est juste, il y a des échos, des choses qui font penser, et je pense que c'est pas anodin.
Et une question de Julien, qui de l'œuf ou de l'alien vient en premier? Parce que c'est la grande question, l'œuf ou l'alien. Tu le sauras. Tu le sauras en allant voir le film. Une dernière question sur ce film, avant très rapidement de parler peut-être des autres préquels qui vous ont marqué, qui étaient réussis ou pas. La saga Alien, on en parlait tout à l'heure, donc notamment de Alien 1 à Alien 4, c'était un film par réalisateur et une patte par film. Là, de savoir que Ridley Scott finalement remet la main sur ce qui va être 3 voire 4 films, est-ce qu'on n'y perd pas, on va dire, cinématographiquement, de se dire, tiens, on aurait bien aimé voir ce que J.J. Abrams aurait fait avec Alien, ce qu'un Spielberg aurait fait avec Alien. Neil Blomkamp. Voilà, ou un Neil Blomkamp, mais voilà, de se dire, là, finalement, c'est Ridley Scott qui redevient là, on reparle de religion, le dieu de tout ça. C'est exactement le truc que j'allais dire. Effectivement, tu m'as chouré mon Pardon, idée. c'était pas prévu. Mais c'est effectivement ça. C'est-à-dire que si J.J. Abrams, si Neil Blomkamp, tout ce monde-là veulent s'essayer à l'exercice, il y a la saga Alien. Vous pouvez la continuer. En revanche, à l'origine, il y avait Ridley Scott. Et c'est Ridley Scott qui est le créateur de tout ça. Et d'où la justification de cette franchise. Et c'est assez marrant, en fait, quand tu vois Prometheus et Alien Covenant, quand tu vois donc ce dont on parlait, le switch de point de vue, et que tu réfléchis à la position de Ridley Scott comme une espèce de ce côté démiurge, en fait, de la saga, en fait. Finalement, ça a vachement d'écho avec ce qui se passe à l'écran. Oui, complètement. Alors tout à l'heure, Maximilien parlait de préquel et notamment de Star Wars, qui est un peu vraiment quelque chose qu'on peut rapprocher justement d'Alien dans le fait d'expliquer d'où vient Dark Vador. Là, on explique d'où vient la bête, on expliquait d'où vient Dark Vador, et tu disais justement, très justement, tout ça ferme des portes. C'est-à-dire que ça donne une réponse, mais ça ferme des portes. Et quand on découvrait dans Star Wars que Dark Vador c'était juste un gamin morveux qui avait perdu sa maman, est-ce que c'est pas un peu dommage? Ouais, bah en plus tu perds vraiment le mystère. Et en plus, oui, la réponse apportée doit vraiment être. Si vraiment tu fermes des portes, il faut que j'allais dire que la porte tu te la prennes pas dans la tête, quoi. Il faut que ce soit que tu le vois venir et que tu te dises ah bah ouais bah tiens c'est bien ça. Faut que le livre se ferme. Alors que si tu te prends la porte dans la tête c'est pas bien. C'était un peu le problème je trouvais de la prélogie qui à côté de ça a des films quand même corrects. Mais ce problème là m'avait gêné. Surtout qu'il s'est passé 15 ans plus de 15 ans entre la sortie du Retour du Jedi et la sortie de l'épisode 1. Ouais. Donc, c'est-à-dire 15 ans pendant lesquels, en plus, il y a eu tous les univers étendus, il y a eu plein de livres qui ont été écrits, il y a eu, les gens ont eu le temps de fantasmer, en fait, à une origine de Dark Vador qui n'était pas forcément celle que l'a offert George Lucas et qui, pourtant, c'était ce qu'ils avaient imaginé était peut-être mieux. C'est ça, en fait, qui est, faut arriver à trouver le truc qui va mettre tout le monde d'accord, ce qui est à peu près impossible. Et Star Wars a le point commun aussi avec Ridley Scott, que c'est George Lucas qui arrive et qui dit c'est ma mythologie, donc moi l'univers étendu c'est très bien, moi je vais vous dire aussi ma vision de tout ça, et vu que c'est dans les films, ce sera celle-là qui va s'imposer, quoi. Et j'ai peur que ça arrive aussi avec les prochains Star Wars, parce qu'il y a tout le mystère sur les origines de Rey, il y a beaucoup, il y a limite une théorie par jour. Ouais. Et il y en a même des très très bien. Et si ça se trouve, l'explication va être décevante. On va se dire, finalement, je préférais telle théorie ou telle théorie que ce qui est dit. On peut dire ce qu'on veut sur le gamin morveux et tout ça. George Lucas, il nous a quand même raconté l'histoire d'un petit garçon qui devient adulte et qui, ce faisant, se radicalise. Et se perd en chemin. Oui. Et bien sûr. Et surtout se radicalise. Et si ça ne fait pas écho en vous avec le climat politique qu'il y a eu ces derniers temps, je veux dire, c'est quand même très. Moi, je trouve qu'il y a une très très belle idée derrière ça. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, bien sûr. Ça ne donne pas les réponses que tout le monde attendait, mais ça en donne une qui me paraît quand même assez légitime et belle, moi. Alors, pour expliquer, Corentin disait tout à l'heure, il ne faut pas se prendre la porte dans la tête quand on explique les origines. Alors, il y a eu des réussites ou des échecs. Star Trek, on pense au Star Trek de J.J. Abrams, on pense à Hannibal, les origines du mal, à Bates Motel, à la planète des singes il y a pas très longtemps, où il y a encore The Thing. On a l'impression que c'est un phénomène assez récent de vouloir à tout prix expliquer tout. Comment on explique ça, que mine de rien, c'est notre génération de spectateurs qui a envie d'explications. J'ai une théorie, mais je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas ma théorie c'est que les réalisateurs qui ont connu ces films-là jeunes arrivent aux commandes, arrivent à la production, arrivent à la réalisation, arrivent au scénario et se disent ces univers-là, je les aime, comment je les explore, et peut-être que en fait, leur théorie de fans qu'ils ont écrit sur leur petit cahier quand ils avaient 16 ans et qu'ils étaient aspirants étudiants en cinéma, ils se disent ah bah tiens, là j'ai les clés pour le faire, quoi. Donc ils le proposent au studio, et si le studio dit banco, roule ma poule, quoi. Moi je veux plus un côté un peu mercantile de ce cas. C'est en fait de se dire, au lieu de faire une nouvelle suite de Star Trek, au lieu de faire une nouvelle suite de la planète des singes, si on revenait à zéro, c'est-à-dire où on racontait ce qui s'est passé avant, quitte après pouvoir faire un remake du 1 et ainsi de suite. Mais je vois
c'est peut-être un mélange de ce que tu as dit et de Exactement, ma ouais. vision, mais J'essaie de chercher là dans ma tête s'il y a des équivalents littéraires à ce truc-là, mais je suis pas assez cultivé pour répondre à ma propre question. les Misérables, mais- Misérables Origins, c'est que t'as Ouais, c'est que ça. t'as pas lu. Bah, Non, mais le- même, enfin, tu vois, 20 les ans Ronron déjà. Macquart, c'est quelque chose de très très feuilletonnant parce que c'est une Mm. grande saga, c'est la même famille et tout ça, mais je sais pas si il y a eu des prequels là-dedans, je peux pas le dire. Mais 20 ans déjà pour les Trois Mousquetaires. Ouais, mais c'est pas 20 ans après. Ah, c'est après, oui, 20 c'est ans 20 ans après, après, ouais. pardon. 20 ans après. Vous voyez, j'ai C'est comme, aucun- voilà, c'est comme Mission Impossible Mais tu vois, 20 ans après. Mais il y avait il y a un prequel que j'aime bien et je sais que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est ce que Steven Spielberg a fait en 15 minutes au début des Aventuriers de l'Arche perdue, de la dernière croisade. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ce côté, bon, je vais prendre 15 minutes pour tout expliquer dans une espèce de farce, pour dire pourquoi il a une cicatrice là, pourquoi il a peur des serpents, pourquoi il a un fouet, pourquoi il a un chapeau et tout ça. Et ça, c'était assez chouette, quoi. Mais c'est peut-être Donc, ça en fait. Faut prendre 10-15 minutes plutôt que de faire un film entier sur Peut-être, ouais. voire 4 ou 5 sur ça. Mais là, moi, je trouvais que c'était plus un gag dans Oui, la bien sûr. dernière croisade, enfin une succession de gags plutôt qu'un vrai truc où on va penser la psychologie d'un personnage, quoi. Mais à ce niveau-là, en fait, l'un des exemples les plus réussis, alors que c'est pas vraiment un préquel, en fait, c'est dans The Dark Knight. Là où Batman Begins surexpliquait un petit peu tout ce qui se passait. The Dark Knight, il y a les scènes avec les cicatrices du Joker. La première fois que tu les vois, donc il explique que c'est son père qui le frappait, qui l'a mutilé. Tu te dis, bah voilà, bah en fait, il explique un truc qui en plus est assez bateau. Ouais. Et t'es déçu. La deuxième fois qu'il explique, c'est une autre histoire, et tu dis, ah ouais, là c'est vachement il bien. raconte des conneries Parce à qu'en chaque fait, fois, en fait. et ça se trouve, en fait, l'une des deux versions est la vraie. En fait, ça te permet à la fois de faire ton choix, soit c'est l'une des deux, soit c'est autre chose, et à toi d'imaginer, parce que tu te dis, le mec raconte n'importe quoi à chaque fois. Donc en fait, demain il va peut-être raconter une autre histoire, parce qu'à la fin il tente de raconter l'histoire une troisième fois, et on sait pas ce que ça aurait donné. Ouais. Et ça, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il donne des pistes, et en même temps il te laisse ton imaginaire. Et Je d'ailleurs, trouve que c'est le meilleur exemple possible. c'est Et ça vrai dure ce que 5 tu dis, Christopher Nolan, c'est un des mecs qui a le mieux compris qu'il y a des mystères qu'il faut laisser en suspens. On essaye trop de tout s'expliquer, et peut-être que ça a du bon de ne pas savoir si la toupie tombe ou tombe pas. Ouais. Voilà. Bah, Elle tourne. C'est l'école David Lynch où là, s'il y a bien un mec qui n'expliquait rien, à part Mulholland Drive, j'avais vu un documentaire où il expliquait, mais alors s'il y a un mec qui n'explique pas ses films, c'est bien lui. C'est clair. C'était hyper intéressant tout ça. C'est J'étais vrai. j'étais Bah, merci. fasciné, je vous écoutais une partie de ping-pong intellectuel, tout ça me plaît. Donc Alien Covenant, voilà, pour résumer, ce sort dans les salles aujourd'hui. Vous y trouverez plein de réponses, il y aura moins de mystères. Donc voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est dommage, ça sera à vous d'en décider. N'hésitez pas après à nous rejoindre dans Fanzone ou sur la fiche Bien du sûr. film, à poster vos commentaires, vos notes. On est très curieux de voir comment ce film va être reçu. Alors je le disais en introduction de ce live, Ridley Scott est un petit peu à la fête en ce moment, puisque non content de nous proposer Alien Covenant, il nous propose également en tant que producteur Blade Runner 2049 qui sortira le 4 octobre prochain et qui a dévoilé sa bande-annonce ce week-end, et Gauthier a pleuré. Voilà, je crois, voilà, il s'est passé ça. Il vient de tuer notre ingé son aussi. hein. Aussi, ouais, c'est un À truc peu qui est en près train chez de tout le monde, sachant qu'il y avait eu un teaser de à peu près 40-50 secondes qui montrait 2-3 plans, mais qui donnait pas l'ampleur du film et qui. Mais c'était voilà. déjà beau. Voilà, c'était déjà beau, mais on se disait bonne ou mauvaise idée de faire une suite à Blade Runner, et finalement, je pense que tout le monde a été convaincu par cette bande-annonce. Bah, bien sûr. Carrément. N'est-ce pas Gauthier N'est-ce pas, Gauthier? Gauthier pleure encore. Donc, Gauthier n'a pas les mots en fait. Ouais, moi les mots me manquent parce que je suis très content de constater déjà qu'une suite est possible à ce truc qui a été un échec cataclysmique, quoi. Vraiment un monstre bizarre dans l'histoire du cinéma. Et que 35 ans après, on nous fasse une suite à ça, j'ai très envie de savoir ce que ça va donner. Et surtout qu'on ose la confier à un autre cinéaste, qui est un Québécois en plus. C'est quand même Comment ça, Attention. Comment ça en plus? Mais c'est-à-dire on n'est pas allé chercher un tâcheron d'Hollywood, enfin un de ces mecs qu'on adore, qui a fait un film pour $10 000 et que ça a bien marché, et que du coup on lui confie un budget de ouf avec un cahier des charges. On a eu l'audace d'aller chercher un gars qui est, selon moi, un des mecs les plus capables actuellement de faire un film pareil. Et qui pourtant n'avait quasi jamais fait de SF avant. Il avait fait Premier Contact, qui est plus humain que science-fiction. Là, le mec, il plonge la tête la première de noir. Quand on voit ses anciens films, et il y a 10 ans, on n'y pensait pas, quoi. J'avais eu la chance de l'avoir en interview pour Premier Contact, justement. Et il me disait, mais moi, tous les films d'avant, là, je les ai faits pour pouvoir arriver là et faire de la SF et faire des trucs de cette ampleur-là. Et quand on voit les premiers plans, alors bien sûr, vous allez me dire, il y a une photo de Roger Deakins, ce qui aide quand même, hein. Mais quand on voit les plans de cette bande-annonce,
tout de suite, on a envie, on est replongé dans ce monde-là et Ouais. on se dit, on ne sait pas si la suite est bonne parce qu'on n'a pas encore vu le film, mais on se dit qu'on est sur la bonne piste. Ouais, ce que je disais à Corentin hier quand on parlait de la bande-annonce, je disais, on a l'impression qu'il y a des plans qui ont été pris dans le premier ou Ouais, des c'est scènes hallucinant. coupées en fait qu'ils ont calé là-dedans. Ça dit pour, la modernité du premier. Hein, quand même. Bien sûr. Et est-ce que vous n'avez pas trouvé aussi des échos, on va dire stylistiquement, entre Alien Covenant et Blade Runner 2049? C'est-à-dire que là, pareil, je ne spoil rien, mais le générique de Alien Covenant, c'est la musique du film original de 79, les petites notes au piano très inquiétantes. C'est vraiment le même design. Et là, en fait, la bande-annonce démarre par les nappes de Blade Runner. Il y a dans les deux des Par plans sur un Vangelis. œil. Ouais, Aussi, ouais, ouais. un peu un thème récurrent. Qu'il y a aussi dans Covenant. Chez Ridley Scott et voilà, qui a aussi dans Covenant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de filiation quand même dans Bah, tout le ça Bah, le l'histoire premier plan d'Android. sur la Tyrell Corporation, c'était aussi un des premiers plans de Blade Runner. Mais bien sûr qu'il y a une très grande filiation et qu'il y a un héritage auquel à la fois il faut toucher et pas trop toucher. Donc c'est très très compliqué. Bah, comme on disait tout à l'heure, Ridley Scott déjà a vraiment maintenant la main mise sur la saga Alien. S'il est producteur sur Blade Runner, on se doute bien qu'il va pas laisser passer tout et n'importe quoi non plus, et qu'il va avoir son mot à dire de façon sérieuse sur le Bien produit fini. Bah surtout que ce qu'il nous a dit justement dans notre interview, c'est qu'il l'aurait réalisé si jamais il était dispo. Sauf que là, il pouvait pas, que le film devait sonner très vite et qu'en plus Harrison Ford était disponible, ce qui était apparemment pas gagné, Ouais. et qu'il a dû laisser la main peut-être à contre-cœur, mais voilà, il a l'air d'être content du choix de Denis Villeneuve. Et quand on voit, en fait, on dit c'est un truc qui était infaisable. Et Ouais, pour ouais, l'instant, après voilà, il faut voir le scénario, il faut voir comment ça va s'organiser, Oui, bien mais au sûr. moins on sait que visuellement ça va être beau. J'en profite pour vous dire, parce que vous avez peut-être pas le même âge que nous, parce qu'on commence à être vieux, tout ça, machin. Non, ça va. On est des cinéphiles d'un certain âge, mais si vous n'avez pas vu le Blade Runner original de 1982, il faut vous jeter dessus et il faut apprendre à voir de la SF sur un rythme différent, un rythme un petit peu plus lent, avec un peu moins de scènes d'action, mais avec vraiment des. Parce que mine de rien, dans Blade Runner, il se passe pas grand-chose. Non, Parce qu'en fait, non, en vrai, c'est un film noir situé dans le futur. Donc C'est c'est-à-dire ça. avec une ambiance de film noir, une enquête assez longue et assez rébarbative. mené par Voilà. par un flic qui est pas très bon en plus. En plus, voilà. Et il y a assez peu de scènes d'action, mais c'est beaucoup de réflexion et c'est une atmosphère. C'est C'est ça. surtout, Ouais. moi Ouais, j'adore revoir le film pour l'atmosphère, Et- à la fois futuriste et rétro que ça. Bah, a. là, C'est- là, on la dire un sent, truc, l'atmosphère. Je pourrais le regarder en coupant le son en fait. Ah oui, C'est-à-dire que quasiment. c'est vraiment un truc où à la rigueur, si j'en avais la possibilité, j'essaie juste les bruitages et l'image quoi, parce Ouais, que au final. Vangelis aussi, quand voilà, même. quand même. Oui, mais non. Harrison Ford, non, tout ça. pas Vangelis. Mais voilà, je garderais juste ça parce que la photo, comme tu disais, est magnifique. Les plans sont magnifiques. Le design, je n'ai pas le nom, je peux pas citer, je peux pas faire du name dropping du chef déco, mais qui a dû faire un travail de folie dessus. Voilà, c'est vraiment Blade Runner, c'est surtout un univers. Et à la rigueur, quand bien même, là pour le coup, il pourrait me pondre un scénario qui est pas fou et qui répond pas à toutes les questions. Et voilà, j'en aurais un peu rien à battre. Ouais. Du Parce moment qu'on qu'il y a- a cette atmosphère. On avait quelqu'un qui, alors donc j'ai plus son nom, mais qui nous disait, moi j'ai toujours rien compris à Blade Runner. Moi, Ah, c'est mais- c'est ce que je crains avec la suite, c'est que justement voilà, il surexplique des choses parce Ouais. que voilà, il y a une ambiguïté à la fin du premier qui a été depuis, ça a été tranché. Et on Il y nous a a eu plein dit de que, versions, ouais. on nous a dit que on allait en reparler, mais je veux pas non plus qu'ils nous disent, alors dans le 1, il y avait ça, c'était à cause de ça, dans le 2, en fait, que ce soit juste un cahier des charges en fait où on est juste là pour répondre à 5 questions et puis voilà, c'est fini. Il y a un commentaire très intéressant qui vient de passer qui dit laquelle des 5 versions faut-il voir. Eh oui, c'est Euh, intéressant. Moi, j'ai envie de dire pour les moins cinéphiles d'entre vous, celle de votre choix. Pour les plus cinéphiles d'entre vous, toutes. C'est un film qui se revoit volontiers, donc on joue au jeu des 7 erreurs à chaque fois, hein, donc ouais, non, amusez-vous à comparer. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir Blade Runner version 1982 et puis Blade Runner 2049 sort le 4 octobre, je le rappelle, on en reparlera évidemment. En tout cas, voilà, Beaucoup, on voulait juste dire que cette bande-annonce nous avait vraiment scotché. Ah, c'est Bande-annonce qu'on peut-être- n'a pas pu vous projeter. Voilà pourquoi, je le rappelle, si vous êtes nouveau sur ce live, Monsieur Facebook ne nous embête pour des questions de droit chaque fois qu'on passe des images qui bougent autrement que nous sur des canapés, et notamment voilà, chaque fois qu'on passe aussi des musiques. Et comme là, il y a des nappes musicales, on n'avait pas envie que ce live soit coupé en plein milieu. Voilà, on est en train d'essayer de. Mais on aime bien Monsieur Facebook. Voilà, on l'aime bien quand même. Ouais, Voilà, oui, il nous oui. permet de faire des lives, mais on est en train de travailler pour essayer d'améliorer tout ça et de trouver un accord avec Facebook pour pouvoir faire des lives où on projette des images. Mais en attendant, voilà, on vous recommande d'aller sur la fiche film et de découvrir la bande-annonce. Et juste pour terminer sur Blade Runner 2049, à tous les fans, je vais dire un truc de ouf qui va tirer un fil dingue. Il y a une théorie qui est sortie il y a quelques jours qui disait que, attention, c'est fort, que le Terminator. Ouais. Le Terminator C'est déjà débile. Ok, est vas-y. adapté du
personnage de Schwarzenegger dans Predator. Parce qu'en fait, ils ont trouvé des liens entre les deux films. ouais. Et donc, en fait, le modèle du T-800 est basé sur le Major Dutch Schaefer de Predator. Ouais, Mais là ok. où c'est plus fort, c'est qu'ils se sont rendus compte que dans la dénomination du T-800, selon Cyberdine System et Skynet, en fait, c'est la même dénomination que H de Alien. Et sachant que dans Alien, le patron de la Weyland Yutani Ouais. a des liens avec quelqu'un de la Tyrell Corporation qui fabrique des réplicants, est-ce que finalement Predator, Terminator, Alien et Blade Runner ne se passent pas dans le même univers? Question de ouf. C'est Je bien. n'ai pas la Je réponse. n'attends pas de réponse maintenant, surtout mais qu'en c'était fait, juste pour vous permettre de Ce phosphorer. qui expliquerait que D'accord. Billy Paxton soit dans tous les films de la saga. Exactement. Mais du coup, mais c'est vrai que moi j'y pensais, je me disais, est-ce qu'on va pas voir Michael Fassbender débarquer à un moment dans Blade Runner Bah, est-ce que, enfin, en tout cas, 2049. oui, est-ce que les réplicants sont pas les ancêtres de Non, il des, faut- Oui, bah oui, du coup, par rapport à ta chronologie, bien sûr. des personnages d'Alien? Ça va trop loin pour moi. je vous le dis parce que je suis pas fan de grand chose, mais ne touchez pas à Blade Runner. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Restez en dehors Ne de vous ça. mêlez pas de ça. Moi, Mais je suis c'est vrai que d'accord ça a avec l'air Max plus- qui nous disait en un seul mot Justement. licorne. Voilà, moi j'ai pas de conclusion. Camoulox. Voilà. Et ça me permettait aussi de répondre à une question que j'avais vu passer, je crois, de Julien tout à l'heure, qui nous disait comment se fait-il, pas comment ça se fait, c'est pas beau, comment se fait-il que le personnage de Michael Fassbender soit plus évolué que le personnage de Ian Holm du premier Alien? Et bah, c'est expliqué dans Covenant, notamment le fait que, bah, un cyborg, ça, on peut changer son programme Tout à fait. en fonction des générations. Et donc, des fois, voilà, quand quelque chose est devenu trop évolué, on revient un peu en arrière pour Voilà. le remettre à son statut de machine. Ça me rappelle un peu l'explication entre pourquoi dans la prélogie Star Wars ils sont beaucoup plus évolués que dans les épisodes suivants, et qu'il avait expliqué parce que comme c'était la guerre dans les épisodes 4, 5 et 6, c'était une économie de guerre, donc forcément tu pouvais pas trouver des vaisseaux tout neufs, c'était un peu Voilà. Il y a des explications scénaristiques à tout ça. En revanche, pourquoi Exactement. dans Alien ils sont revenus à un moment à une technologie de 1970, je ne sais pas. Les Il ordinateurs trouvait- des il années trouvait 70, c'était mieux. ils trouvaient ça Installez-en cool. sur tous les vaisseaux. Non, mais tu sais, c'est le côté rétro, toi, le rétro gaming, tout ça, c'est ça, ils étaient nostalgiques. Et Caroline nous dit conclusion, arrêtez de créer des cyborgs, et tu as bien raison. Et Julien nous dit, et on va lier tout ça avec Marvel et avec DC Comics, et ça sera Ouais, la voilà, reine. c'est ça. Et on est bien Et d'accord. Disney, Avec Disney Star sera Wars. encore plus roi du monde. Et... Ouais, Batman voilà, tout ça- versus tout Blade ça sera Runner génial. versus Indiana Jones. Il est temps de passer au courrier, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les projets qui vous intéressent en ce moment. Voilà, on vous donnera les dernières infos en date. Donc voilà, le temps que quelques questions arrivent, puisque je vous rappelle, il y a un petit décalage de 15 secondes entre ce que vous voyez et ce qui se passe ici en plateau. Donc On est voilà, déjà dans le futur. Voilà, nous on est déjà dans Moi le en fait futur. je suis déjà parti. Hein. Moi j'ai déjà vu Blade Runner, voilà. Donc il y a quelques questions qui vont arriver, et en attendant, je vous rappelle donc que Alien Covenant sort aujourd'hui même dans les salles françaises. Il sortira ce week-end aux États-Unis. La semaine prochaine. Encore voilà, Ouais. avec une semaine de décalage. Les premiers échos aux États-Unis sont très bons. Je crois qu'ils sont un peu plus mitigés en France. Et puis bah on vous invite à aller vous faire votre propre avis, peut-être à le voir, le revoir, le comparer avec Alien numéro 1. Il y a quelqu'un qui a juste écrit bravo messieurs. Ouais, mais il a bien raison. On sera en Alors, une tournée question également. voilà, les questions commencent à arriver. Une Ah. question de Brice. Cobra le film. Alors Cobra le film, c'était un projet de Alexandre Aja, me semble-t-il. Il l'a développé pendant des années avec passion. Et puis en fait en 2014, alors qu'il était en train d'essayer de convaincre des financiers américains de produire le film, les Gardiens de la Galaxie sont sortis et il s'est dit bah mince, ça ressemble un peu à Cobra le film dans l'ambiance. Donc et les producteurs ont commencé à lui dire bah non du coup ton Cobra on s'en fout, on a les Gardiens de la Galaxie déjà, c'est pas grave. Et du coup bah il l'a un peu bon gré mal gré rangé dans sa poche. Alors que il a vraiment, c'est un mec qui est passionné, Alexandre Aja, on le sait, et du coup, bah, il est fan de Cobra. Il aurait donné un truc super, mais je suis pas sûr qu'on verra ça un jour. Il est passé à autre chose, en tout cas, au niveau de ses projets. Et moi, je l'ai recroisé il y a pas très longtemps, au moment de la sortie du film de Gore Verbinski, A Cure for Life, et je lui avais un peu posé la question. Et il a quelques espoirs dans le Valérian de Luc Besson, qui pourrait, mine de rien, dire la SF française, c'est possible. Et le Space Mais Up, voilà, mais sachant que voilà, Valérian, c'est quand même un énorme défi sur une licence qui est assez peu connue à part des BD-Fils. Donc voilà, tout dépendra quand même des résultats de Valérian pour savoir si Alexandre Aja peut mener ce projet à terme, et projet qu'on a quand même envie de voir, un Cobra en film, ça déboîterait sa race, comme on dit. Et ne pas confondre Cobra avec le film avec Stallone, Oui, Cobra, un film qui sera pas formidable. Oui, mais film il y a moins de budget du coup. Corentin qui voudrait qu'on nous parle de Thor 3. Donc une nouvelle bande-annonce est tombée aujourd'hui, je crois, c'est ça? Alors en fait c'est une bande-annonce variation. pour le marché asiatique, Ouais. voilà. Et en fait c'est globalement à un plan près Ouais. les mêmes images que celles qu'on Il y avait a dans une Un bande-annonce. plan de vaisseau en plus, à vous de le trouver. Voilà, c'est ça. C'est un peu. On parlait du jeu des 7 erreurs tout à l'heure. C'est un Ouais, peu c'est ça. bien. Trouver le plan de plus de cette bande-annonce. Voilà, c'est les dernières nouvelles en date. Toute fraîche de ce matin. Y aura-t-il un Tango et Cash numéro 2, nous demande Romain. Je ne pense pas. Probablement pas. Bah, ça s'appelle probablement pas. les Gardiens 3 à la rigueur, Voilà, puisque mais- Kurt Russell et mais- Stallone doivent jouer dedans.
Pourquoi tu veux faire ça, Tango et Cash numéro 2? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que Stallone avec des lunettes, c'était quand même cool. Une question de Max. Quand est prévu le début du tournage du film Dune de Denis Villeneuve, justement, qui est l'autre projet énorme de Denis Villeneuve. Et après, il fera Star Wars 10, je pense où on en est. C'est-à-dire que là, il est toujours sur la post-production de Blade Runner, donc il va pas mettre les mains dans le cambouis tout de suite. Dans le sable. Dans le sable. Et dans l'épice. Tout à fait. Mais ça va bientôt partir parce que Legendary, qui a racheté les droits de la franchise Dune, est assez pressant là-dessus parce qu'ils veulent en faire tout un univers étendu et connecté. Donc il va falloir qu'ils se remettent au boulot assez rapidement. En même temps, quand tu vois qu'il avait fini la post-prod de Premier Contact et en même temps assuré le tournage de Blade Runner, tu te dis que bon, il est plus à ça près, même s'il avait l'air épuisé quand tu l'as eu en interview pour Premier Contact. Mais Oui, c'est oui, autre chose. alors déjà, j'ai jamais vu un mec aussi au bout de sa vie que ça. Attends de nous voir à la fin de Cannes. Gauthier. Et je pense que là, Blade Runner, c'est un film, c'est un événement, donc il va quand même devoir pas mal l'accompagner. Je suis pas sûr qu'il va avoir le temps d'être sur le tournage d'un autre truc énorme déjà. Puis surtout, Dune a l'air tellement énorme que bon, va falloir peut-être qu'il se repose un peu, sinon il va se cramer le Villeneuve. Donc bon, pas tout de suite quoi, en gros, la réponse. Alors je regarde les autres questions. Votre avis sur la nouvelle bande-annonce de Ça qui est tombée il y a 3 jours dans le cadre des MTV Movie MTV, enfin bref, les MTV. Ça a l'air bien flippant. Parce que autant quand on revoit maintenant les images du clown de l'ancien, il y a vraiment un côté carnaval, autant là il y a vraiment un côté malsain. Donc j'espère que le film va pas non plus trop en faire sur ce sujet. Mais ça peut être vraiment vraiment flippant et traumatiser les spectateurs autant que ça a traumatisé ceux des années 90. Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout les remakes de films d'horreur, mais parce que si on se prend les grands exemples des remakes de films d'horreur, on sait que ça capote pas mal, quoi. The Thing, c'était un prequel, mais enfin, c'est une sorte de remake quand même. Ouais. Le Psychose de Gus Van Sant, qui était c'était un exercice de style, voilà. Mais la terreur abandonne souvent, au fait, les remakes. Donc, je sais pas. Je sais que vous l'attendez tous beaucoup. J'irai le voir avec plaisir, bien sûr. Je suis pas sûr que ça me fasse très peur, honnêtement. Et on prend une dernière question, enfin c'est plutôt une remarque et on ira vérifier ça dès que ce live est terminé. Julien qui nous signalait que Stallone annonçait Cobra 2 sur son Instagram. Ah bon? Quand ça? Ouais, annoncer une suite à Cobra, tu vois, donc peut-être qu'il y aura une suite à Cobra avec le cure-dent dans la bouche. Et peut-être à Tango et Cash, on ne sait jamais pendant qu'on y est. Avec je me permets de citer cette réplique phare de Cobra, puisqu'il est là pour flinguer un mec qui prend en otage, enfin c'est une épicerie, puis il y a un mec qui prend en otage le mec qui tient l'épicerie, et le mec a une grenade et il dit à Stallone, attention, sinon si t'avances je fais tout sauter. Et Stallone lui répond, vas-y, fais tout sauter. J'aurais fait mes courses ailleurs. Voilà. Donc oui, s'il y a un Cobra 2, moi je suis alors, partant. Moi je veux va très bien. S'il fait un Cobra 2, après il faut qu'il fasse arrête ou ma mère va encore tirer. Ouais. Parce que voilà, quitte à faire ça, quitte à y aller, autant s'amuser. Ouais, on va se régaler. Et il va être temps de passer à notre grand jeu. Vous aviez gagné le premier set 10-2 ou 10-3, ce qu'on appelle une énorme 10 piquette. à 3, ouais. Donc là on revient à 0, on repart à 0. C'est mieux pour nous. Et au passage, Cyril nous dit, Corentin, le film en 2017 que vous attendez le plus à la rédac, depuis 3 jours, il semblerait que ce soit Blade Runner 2049. Ouais. Voilà, qui je le rappelle sort le 4 et octobre. juste après Justice League pour ma part. Mais Blade Runner à fond. Voilà, il est temps de passer au jeu et justement Blade Runner, ça fait une très bonne transition. Harrison Ford qu'on retrouve dedans. Ouais. Et si on parlait de la filmo d'Harrison Ford et si vous me donniez tous les films dans lesquels Harrison Ford a joué. Voilà, c'est carrément fou. Hein. Bien sûr. Donc ça peut, voilà, on a il y en a quand même pas mal. On va y passer des plombes. Pour les rayer au fur et à mesure. Et comme c'est quand même plutôt facile, c'est plus facile que d'habitude. J'attends pas 10 secondes pour avoir des réponses. Donc ça doit venir du tac au tac. On exclut les séries. On est parti sur les films d'Harrison Ford. La balle côté rédac. C'est parti. Ok, American Graffiti. American Graffiti. Côté internaute, je vous le rappelle, vous êtes opposé à la rédac, donc les premiers. Ah voilà. Tu vas me dire les commentaires. Donc moi je raye au fur et à mesure. On a Air Force One. Très bien, je prends. Les Aventuriers de l'Arche perdue. Très bien, je prends. Il faut que je m'y retrouve. Il y a trop de films en fait là-dedans. Les internautes disent Frantic. Frantic, on prend. La dernière croisade. On prend. Le fugitif. Le fugitif, je Est-ce l'ai. que s'il a été coupé dans un film, on peut peut quand le même prendre. Dans ce cas-là, E.T. E.T., très bien. Ça, c'était pas facile. Très bon. Star Wars. De la part de nos amis internautes. Lequel? Bon, on va dire l'épisode 4. Très bien. Moi, je vais dire Apocalypse Now. Apocalypse Now, très bien. De nos amis internautes. Star Wars 5. Star Wars 5, tout à fait. Je prends aussi. Retour du Jedi, comme ça c'est fait. Comme ça, on a fait on a fait Star Wars 6 et Star Wars 5, très bien. Alors, on continue. Ils disent, c'est à eux? Ouais. Ils disent Cowboy versus Envahisseur. J'ai l'impression d'être dans la cité de la peur. Camoulox.
Donc Cowboy Envahisseur, je prends. À propos d'Henri. À propos d'Henri, de notre côté, Ah, très bien. bon. J'ai vu passer Working Girl, qu'on prend aussi côté internaute. Du coup, nous. Moi j'ai envie de dire K19 K19, le piège des Ah oui. profondeurs. Tout à fait. Film de 2002 dans lequel il avait l'accent russe. Adeline, nous dit Justine. Bien joué. Celui-là, il fallait le sortir. Adeline. Un de Moi, ses films les j'ai- plus récents. Moi j'ai Sabrina. Ah ouais. Toi, tu as Sabrina. Et en même temps, quelqu'un nous a contrecarré avec Witness. Donc on prend aussi. Très bien. Moi je vais dire si Conversation secrète. Conversation secrète. Ouais, très ouais. bien. Et quelqu'un a dit Star Wars 7 qui n'avait pas été cité. Donc on prend Star Wars 7. Expendables 3. Expandables 3. Très bien. Apparence du côté de nos Merde. amis internautes. Ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont forts. Le Temple maudit. Le Temple maudit qui n'avait pas été cité. Très bien. Ah, habile. Ennemi rapproché, nous dit Mathieu. Très bonne réponse, Mais c'est Mathieu. déjà fait, non Non, Ah ennemi non, rapproché, c'était je déjà crois fait. qu'il n'avait pas été dit Il encore. y a 6 jours cette nuit. Il y a 6 jours cette nuit. Ça commence à se réduire. Mhm. Bah la dernière croisade. Ah, donc pour l'instant, c'est à eux, c'est de leur Ah, côté. pardon. Blade Runner 2049, nous dit Alexandre. Bien joué. Ouais. Bien joué. Donc là, tu m'as dit La dernière- dernière croisade. Je crois qu'il avait été dit. Il avait D'accord, été alors dit. Blade Runner tout court. Bah ouais, Blade Runner tout 1, il court, a pas été. évidemment. Il est où mon Blade Runner Toc 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 82. Il est là, très bien. E.T. on l'a dit. Le Royaume du crâne de cristal, par contre, ça n'avait pas été dit. Très bien. C'est le côté rédac. La stratégie Ender. La stratégie Ender, très bien. Bien joué. Côté chef-d'œuvre. internaute. Encore Man numéro 2, légende vivante. Bien Bien joué. joué, parce que Très ça beau. fallait le sortir aussi. Très beau, bien. très beau. Allez, Hollywood homicide. Voilà, j'espère que vous ne trichez pas. hein. Hollywood Homicide, ça c'était très mauvais. Suivi d'un autre très mauvais film, Firewall, qui a été signalé par nos amis internautes. Mosquito Coast. Mosquito Ah ouais, Coast, bien. excellent film que Excellent nous film, par recommandons, contre. dans lequel il avait rencontré River Phoenix, qui allait plus tard jouer Indiana Jones jeune. Incroyable. Incroyable. Ah, je vous laisse encore 5 secondes côté internaute. Là, ça commence à sécher un peu. Ennemi rapproché, ça a déjà été dit. Danger immédiat, ça n'avait pas été Ah, dit. fuck. Très Ah bien. bah jeu de guerre dans ce cas. Jeu de guerre, bien joué. Il a rebondi comme un feu follet. Guerre et passion, nous dit Cyril, Eh bien oui, joué. je l'avais aussi, je le Voilà. gardais pour plus tard. C'est interdit de tricher, hein, je le rappelle. Ça rebondit un Ils feu sont, follet. ils sont tous sur la filmo Wikipédia. Quand on Voilà. arrive à guerre et passion, ça commence un peu Donc là, à... c'est de votre côté, normalement. Ouais, ouais, ouais. Oui, bien sûr. La somme des peurs. Non, bah non, c'était pas lui, c'était Ben Affleck. ça. C'était avec Ben Affleck. Avec Ben Affleck, exactement. Je vais compter jusqu'à 5 et puis On a j'accorde. dit jeu de guerre ou pas Oui, Ouais. jeu de guerre, on On l'a a dit. déjà dit jeu de guerre. Et ben on n'a qu'à dire qu'on a gagné. Allez, défaite de la rédaction sur Harrison Ford. Non, je peux pas vous laisser le non, temps. non, 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 tu peux pas nous faire ça quand même. Est-ce qu'il jouait pas un figurant dans un film d'Antonioni en 1970 Si, dans Zabriskie Point. dans Zabriskie Point. Bien joué. Et paf. Zabriskie Point. Très c'est bien. beau, ça. Quelqu'un nous propose mon zboob. Non, ça y était pas, ça. Il y était Non, mais par Je contre, m'en souviens Romain pas. avait dit un truand qui est son tout premier film. Mais je pense, Romain, que tu triches. Mais je te l'accorde. Parce que là, ça commence à se voir un peu quand même. Donc là, c'est de votre côté. Ah, c'est en re Ah, de du notre coup, parce côté. que, attends, à Zabriskie Point, on a fait. Il a pas fait de film Les français. gars, ce nouveau set, pas mal. Ouais, Bah ouais, mais bon, pourtant on Mais était on bien. cherche, Pourtant, nous on n'a pas grugé. D'aucuns diraient que ça pue la défaite. 42 42. Eh, très bon, Ah oui. ça. Film sur le baseball sorti directement en DVD chez Ouais. nous. Il fallait le sortir, celui-là. Ouais, Très ouais. bien. à Witness, fait. nous dit Cyril. Ça n'avait pas été dit encore. Si, ça avait Witness été a dit, été pardon. Ça a été fait. Ah, Cyril. J'ai failli casser un écran. Cyril sèche. Est-ce que ça sent pas la victoire pour nous? Ça commence à sentir victoire. Chers amis internautes, je vous laisse encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Point adjugé vendu à la rédaction. Oh là L'honneur là. au moins sera sauf. Allez, on va tous faire un dab. Non, Julien. Je vous dis très rapidement ceux qui n'avaient pas été évoqués. Ouais, Bon, je vais parce passer que- sur le début de sa carrière, voilà. Mais il y avait la suite d'American Graffiti. Il y avait Un rabbin au Far West. L'ouragan vient de Navarone. Ah oui, le rabbin au Far West. Art of Darkness, qui était un documentaire sur Francis Ford Coppola. Ouais. Les 101 nuits de Simon Cinéma, dans lequel il avait un Ouais. petit rôle, Ah film oui. d'Agnès Varda. L'ombre d'un soupçon, Droit de passage, Bruno, Morning Glory, Mesure exceptionnelle. Ah, il en restait pas. Morning Glory. Morning j'aurais dû Glory, le mesure savoir. exceptionnelle, effectivement. Mesure Le moment où exceptionnelle aussi. on commençait à sentir que ça sentait la fin. On se retrouve pas la semaine prochaine pour Oui. la suite de ce jeu, puisque la semaine prochaine, l'équipe ici présente sera à Cannes. Ce sera l'heure de la Cannes Zone. Ça se passera tous les jours, à partir du mardi 16 peut-être, sinon sur le mercredi 17. À peu près à 18h, l'équipe d'Allociné vous donnera rendez-vous en direct de la Croisette pour parler des films de Cannes, mais toujours avec la même ambiance. C'est Tout pas à parce fait. qu'on est à Cannes que ça doit devenir chiant. Tout à fait. Donc voilà, donc on sera dans une ambiance détendue pour parler de tous ces films d'auteur et pointus et hyper intéressants, parce que cette sélection du 70e festival a l'air chouette. Et en parlant de Cannes, on termine très rapidement là-dessus. Il nous reste 2 minutes avant de rendre l'antenne. C'est là, je me cours de caméra depuis tout à l'heure, n'importe quoi. Il y a à peu près 20 ans, jour pour jour, Luc Besson ouvrait le festival de Cannes avec Le 5e élément. Souvenez-vous, c'était le 7 mai. Le 5e élément qui a marqué, mine de rien,
rien toute une génération. Quel souvenir ce film il représente quoi, le 5e élément pour vous? Il y a des anti, il y a des pro 5e élément. Moi, je suis très pro et j'ai un souvenir ému de ce truc-là parce que c'était en 97, c'est ça. J'avais 13 ans, j'étais allé un mercredi avec mes copains à la séance de 14h pour faire partie des tout premiers à le voir au 14 juillet Beaugrenelle, parce que je crois que les cinémas MK2 s'appelaient encore 14 juillet à cette époque-là. Et on était sortis de là en trouvant ça formidable et en trouvant que c'était peut-être toute notre génération qui demandait des films comme ça, quoi. Ouais, moi pareil, moi je l'ai vu du coup à 10 ans et en VF dans mon petit cinéma de Seine-et-Marne, et en fait ça a été une claque parce que je pense que honnêtement c'était la première fois que je voyais des bagnoles qui volent et de l'action pure comme ça, avec une vraie histoire et des personnages attachants, et voilà, donc j'avais été complètement fasciné par ce film, et que j'ai revu à la télé mais bien au moins 10 ans plus tard, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, en fait il y avait ce côté-là, comme on était entre Star Wars la trilogie et Star Wars la prélogie, en fait ça venait combler un manque. C'est-à-dire on n'avait plus de films de SF comme ça depuis très longtemps. Ouais. Et on sent que Luc Besson, en fait, c'est les Star Wars, ce sont des films qui l'ont marqué comme ils nous ont marqué nous. Et en fait, on a l'impression qu'en fait quelqu'un ait fait un film avec nos films qui nous avaient marqué. Et en fait voilà, on se retrouverait là-dedans, dans les références, dans son amour du cinéma. En fait, on a l'impression que il a fait le film autant pour lui que pour nous. Bon, maintenant qu'on sait qu'il a tout piqué à Blade Runner et tout ça, mais enfin bon, quand même, à l'époque, on le savait pas, on était bien contents. Et dans les commentaires, vous êtes tous fans, et je tiens à saluer Max, qui me fait très plaisir, parce qu'il a cité ce qui pour moi reste la plus grande réplique de l'histoire du cinéma. Négatif, je suis une mythe en pullover. J'adore cette réplique qui veut rien dire. Et en plus, au moment où il la balance dans le film, ça n'a aucun sens. Mais cette réplique est éternelle. Et en plus, avec une autre voix pour Bruce Willis, que c'était pas Patrick Poivet à l'époque. Enfin, Luc Besson avait voulu trancher et prendre une autre voix. Et moi aussi, voilà, je suis très fan du 5e élément. On voulait juste faire un petit clin d'œil. Et on dit un gros merde à Luc Besson avec son Valérian, parce qu'on espère que ça nous fera le même effet. Ouais, et on espère au détour d'un couloir croiser Corben Dallas ou Lilou ou la diva Plava Laguna. Ça serait chouette. Oui, il faudrait. Comme c'est la cité des 1000 planètes et qu'il y a plein d'espèces extraterrestres qui sont censées se retrouver, ça serait bien de retrouver ou des Mangalore, ou Corben Dallas, ou des Mondo Shawan, ou je sais ou pas. Corben Dallas. Moi, la réplique que j'aime bien, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut négocier? Oui. Ça, j'aime bien. Voilà. Et ben voilà, on conclut là-dessus ce live. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour vos commentaires. Merci messieurs. Bon festival de Cannes. Merci. Et donc nous on se retrouve dans Fan Zone Live dans à peu près 15 jours. À bientôt. Ciao. Salut.